Mes chers collègues, donc nous reprenons nos travaux. Messieurs, donc chers collègues, merci de revenir pour poursuivre donc notre cycle d'audition sur l'économie de guerre. Nous accueillons maintenant 3 chercheurs qui ont tous consacré des travaux à l'économie de guerre. Tout d'abord, l'ingénieur en chef de l'armement, Benoît Rademarché, directeur adjoint de l'Institut de recherche stratégique et de l'école militaire, l'IRSEM. Monsieur le directeur, vous avez occupé différents postes à responsabilité au sein du ministère des Armées et celui des Finances avant de rejoindre l'IRSEM en 2016 en tant que directeur du domaine armement et économie de défense, puis comme directeur adjoint. Ensuite, Monsieur Julien Malizard, titulaire de la chaire d'économie de défense de l'Institut des hautes études de la défense nationale, dont un certain nombre de nos collègues parlementaires sont issus aussi, en tout cas qui ont été auditeurs à l'IHEDN, et qui enseigne l'économie de défense dans de nombreuses formations supérieures, en particulier à l'Université de Lyon 3, Jean Moulin, l'Université de Nice et l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vos travaux ont porté notamment sur les enjeux budgétaires, l'impact économique de la défense, les exportations d'armes et les problématiques d'acquisition en Europe. Enfin, M. Léo Perria-Peigné, chercheur depuis 2022 au Centre d'études de sécurité de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, où vous travaillez au sein de l'Observatoire des conflits futurs sur les enjeux de l'industrie de défense et d'armement, ainsi que sur la prospective capacitaire. Vous venez d'ailleurs de publier un ouvrage consacré à la géopolitique de l'armement, donc on est vraiment dans le cœur du sujet. Tous les 3, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie pour votre présence. Nous recevons la semaine prochaine des représentants des entreprises du secteur privé de la défense. Il nous a paru nécessaire, avant ces auditions, de vous entendre pour avoir en quelque sorte un œil extérieur sur la capacité des entreprises de la BITD française à transformer leur modèle économique. L'enjeu est en effet de mieux prendre en compte les leçons de la guerre en Ukraine et les mutations qu'elle entraîne, mais aussi à se préparer à soutenir un effort de guerre durable en cas de nécessité, au profit de nos forces armées ou de nos partenaires. Messieurs, je vous laisse la parole pour 10 minutes environ chacun. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, c'est pour moi un honneur de m'exprimer devant vous aujourd'hui et je vous remercie pour votre invitation. Alors, ayant le privilège d'intervenir en premier et à titre de propos liminaire, je vais faire un rapide dézoom sur les questions des capacités industrielles de défense dans le contexte sécuritaire contemporain. Et mon objectif sera de mettre en exergue un certain nombre d'enjeux qui vont un peu dépasser la question de l'économie de guerre. Et je l'espère, de commencer à esquisser quelques réponses par rapport au sujet qui nous réunit aujourd'hui. Alors, je pourrais bien évidemment y revenir, en approfondir certains aspects si vous le jugez utile. Alors, en premier lieu, je rappellerai que la France a fait le choix de disposer d'un modèle d'armée complet, qui lui permet d'assurer l'ensemble des fonctions stratégiques définies, vous le savez très bien, par les livres blancs, puis les revues stratégiques de défense et de sécurité nationale, et enfin la revue nationale stratégique de 2022. Et les moyens alloués à ce modèle d'armée sont fixés, là encore, j'enfonce un peu une porte ouverte, mais je le rappelle, par une loi de programmation militaire qui s'étend sur une période pluriannuelle et qui fixe des objectifs capacitaires en matière d'équipement des forces. Ceci étant posé, force est de constater que la France est un des rares pays à disposer d'une industrie capable d'assurer la fabrication de la quasi-totalité des équipements militaires nécessaires aux armées. Et les industries de défense sont de fait les lointaines héritières d'une longue tradition industrielle au service de la puissance de l'État, qui a naturellement évolué au fil du temps, mais qui est indissociable de la politique de défense de la France. Et donc, les 2 idées que je mets en avant sont les suivantes. La première, c'est celle d'une cohérence d'ensemble d'un modèle de défense français et d'un paysage industriel de défense qui s'inscrit nécessairement dans une perspective longue. Et on ne peut pas réfléchir, poser une réflexion sur la question de l'économie de guerre sans prendre en compte cette perspective longue. Alors, ce modèle
est confronté à des évolutions, bien évidemment. J'en retiendrai deux. Premièrement, le spectre d'intervention des armées n'a cessé de s'élargir en s'adaptant aux menaces. À la fois en termes de champ de bataille, nous sommes passés des trois milieux traditionnels, terre-air-mer, au M2MC, multimilieu, multichamp, je ne vais pas développer. Les moyens militaires mis en œuvre étant eux-mêmes de plus en plus interconnectés. Mais c'est également au niveau du spectre de l'intensité, puisque les armées interviennent sur des champs différents, allant d'opérations de maintien de la paix jusqu'à la possibilité de conflits de haute intensité. Deuxièmement, les technologies, en particulier les technologies numériques, ont pour leur part évolué avec leur dynamique propre, qui se traduit par l'arrivée de nouveaux entrants venus du monde civil dans le paysage industriel de la défense, mais également par une forme de bascule du modèle de spin-off. C'est des extensions à un usage civil d'innovation conçues initialement pour un usage militaire à celui des spin-in, c'est-à-dire l'enjeu de captation des innovations civiles pour les intégrer à un système de défense. Et ceci conduit également à une certaine forme de découplage entre les cycles d'innovation, d'une part, qui s'accélèrent, et la durée de vie des systèmes d'armes qui, elle, est de plus en plus longue. Et enfin, ces évolutions technologiques conduisent à une certaine forme de nivellement technologique qui permet de fait à de nouveaux acteurs d'émerger, qu'il s'agisse de compétiteurs sur la scène internationale ou d'acteurs non étatiques. Le conflit en Ukraine illustre à sa manière, en quelque sorte, ces évolutions. En effet, c'est un conflit qui étend les dimensions du champ de bataille, à la dimension informationnelle notamment. C'est un conflit qui voit également coexister des moyens militaires classiques, l'artillerie par exemple, avec des moyens adaptés du civil. On peut penser aux drones, mais pas que. C'est un conflit qui voit l'intervention d'acteurs civils dans le conflit, des personnes physiques qui prennent part à des opérations de ciblage notamment, avec les téléphones portables, mais également des entreprises. Je prends deux exemples. C'est le rôle de la société Maxar en termes d'interprétation d'images satellites, ou de Starlink en termes de mise à disposition de moyens de communication. Enfin, c'est évidemment un conflit de haute intensité qui est marqué par un usage très intensif des moyens et une attrition non moins intensive de ces moyens. Alors, ceci étant posé, on voit bien se dessiner les enjeux pour la France pour continuer à disposer de capacités d'innovation, de capacités industrielles et plus largement d'une économie qui doit s'adapter à l'émergence de situations potentiellement extrêmes. Ces enjeux recouvrent notamment la capacité à produire plus et plus vite si nécessaire. On peut penser à l'exemple des munitions, et c'est souvent ce prisme-là, d'ailleurs, que l'on considère le terme économie de guerre, mais qui, de mon point de vue, est un peu plus large. Car il s'agit également de la capacité à intégrer davantage des technologies civiles dans les systèmes de défense et des acteurs civils dans les écosystèmes d'innovation et de production de défense. Et bien plus largement, mais ça c'est un peu hors du propos, il s'agit également, enfin, de la capacité à sensibiliser, impliquer et voire à mobiliser l'ensemble de la population, et cet enjeu recouvre ce que l'on appelle les forces morales, mais c'est hors du champ de mon propos. Alors, dans quelle mesure ces enjeux sont-ils pris en compte dans la politique de défense de la France ? Pour l'esquisser de manière assez rapide, sur le volet innovation, il me semble que la création de l'Agence de l'innovation de défense en 2018 répond expressément à l'enjeu d'ouverture sur les écosystèmes d'innovation du monde civil, dans une logique de fédération de dispositifs existants. Je veux dire, le ministère de la Défense, le ministère des Armées n'a pas attendu cela pour être au contact des acteurs de l'innovation, et de création de nouveaux outils. Alors, elle n'est évidemment pas exclusive d'initiatives plus locales, au niveau des forces. On pense à l'existence de plateaux d'un certain nombre de labs, mais ni de l'interaction qui existe entre les industriels de la défense et les écosystèmes d'innovation civile. On peut enfin citer la création de fonds dédiés, le fonds DefInvest ou le fonds d'innovation de défense. Au niveau capacitaire, les deux lois de programmation militaire, 2019-2025, 2024-2030, sont évidemment une réponse à ces enjeux. Il convient de souligner l'effort financier consenti et la réalisation en volume de la LPM 2019-2023. Alors, c'est un peu une forme de transition vers mes collègues qui rentreront plus dans le détail de la dimension budgétaire et capacitaire de ces enjeux et compléteront très utilement mon propos. Je souhaite juste, avant cela, souligner deux points concernant la loi de programmation militaire 2024-2030, qui sont rassemblés sous un chapitre 3, économie de défense, et qui adresse d'une part la refonte du régime des réquisitions, son article 47, avec un décret d'application du 1er octobre 2024, et l'obligation de la constitution de stocks stratégiques pour les entreprises qui font commerce de matériel de guerre en son article 49. Je me permets de souligner ces deux points, car là, on déborde un peu de la question, bien évidemment, du volume, de la question capacitaire, de la question des financements.
Pour noter que ce sont des dispositions qui sont potentiellement très contraignantes et qui, de fait, donnent au pouvoir exécutif, le Premier ministre en l'occurrence, des leviers de mobilisation des ressources assez forts. Alors, moi, je trouve que ces dispositions, hors normes, en une certaine manière, constituent de fait un marqueur de la prise en compte de la situation à laquelle la France peut être potentiellement confrontée. Et si la France n'est peut-être pas stricto sensu en économie de guerre, alors c'est un débat en soi, elle se donne les moyens qui ne sont pas seulement budgétaires, pas seulement financiers, pas seulement capacitaires, mais également légaux et réglementaires, d'y basculer si nécessaire. Voilà, je termine là mon propos. Je vous remercie. Je passe la parole à mes collègues. Merci à vous. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie pour votre invitation. Les réflexions que je vais vous présenter ici sont liées à des travaux qu'on mène au sein de la chaire économie de défense, mais ils ne représentent pas l'opinion de l'IHEDN en l'espèce. Le 23 septembre 2023, William Laplante, sous-secrétaire américain à l'acquisition de défense, déclare « L'industrie de défense répond à la façon dont nous la finançons et à la manière dont nous l'avons financée au fil du temps. Dans une perspective économique, cela signifie que la demande adressée par les États précède l'offre industrielle. Ainsi, le panorama actuel de l'industrie de défense française est intimement lié aux dépenses d'équipement passées et sa dynamique future dépendra pour une large part des investissements qui seront consentis à l'avenir. » Premier point, revenons sur l'historique. Les données du CIPRI montrent que la BITD française est parmi les plus performantes en Europe et dans le monde. 8 groupes français sont classés parmi les 50 firmes mondiales. L'étude de collègues suédois indique que l'étendue en termes de type de matériel est la plus large des pays européens et que les firmes françaises se situent au niveau technologique équivalent ou presque à celui des États-Unis. Une grande partie de la réussite de l'industrie de défense française est liée aux investissements de défense. En moyenne, plus de 18 milliards d'euros constants de dépenses d'équipement entre 1980 et 2024. De sorte que la France est le premier investisseur au sein de l'Union européenne en matière d'équipement de défense. Et par ailleurs, ces investissements, ces dépenses, représentent 3/4 des investissements publics de l'État. C'est une des raisons pour laquelle il y a un impact économique de la défense en France, avec un multiplicateur qui est de l'ordre de 2 à 5 ans, c'est-à-dire que 1 euro investi crée 2 euros de richesse supplémentaire à horizon 5 ans. Les raisons à ça sont assez claires, c'est que les dépenses sont très largement concentrées sur le territoire national, de sorte qu'il y a très peu de suites, et on a une concentration importante de la défense dans le potentiel de recherche et développement français. Donc la déclinaison ici du concept d'autonomie stratégique implique une politique efficace, une politique industrielle efficace de ce point de vue économique. Par ailleurs, il est admis que le marché français est trop faible pour préserver l'outil industriel français de défense. Les exportations sont alors un levier pour accroître la taille du marché, dans le cadre notamment de partenariats stratégiques. Et on peut estimer que c'est environ 25% du chiffre d'affaires de l'industrie qui est lié à ces exportations. Au-delà de ce constat globalement positif sur les dépenses de défense françaises et sa contrepartie industrielle, la France fait face à plusieurs défis et j'en ai relevé 4. Le premier, c'est un défi budgétaire. En valeur réelle, c'est-à-dire une fois retirés les effets de l'inflation, le budget de la mission de défense en 2024 reste inférieur à celui de 1991 à la fin de la guerre froide. Aujourd'hui, la défense représente presque 2% du PIB, contre en moyenne 4% durant la guerre froide et 2,7% en 1991. La trajectoire de la loi de programmation militaire 2024-2030 est certes ambitieuse, mais elle ne permettra pas, semble-t-il, de revenir à des niveaux qui sont ceux de la guerre froide, sauf à espérer, mais je ne crois que personne ici l'espère, que le PIB s'effondre. Par ailleurs, quand on compare l'effort de défense français par rapport à nos partenaires européens, on constate que la France est malheureusement en queue de peloton. Plus 15% d'accroissement entre 2014 et 2023, en partageant ce palmarès avec le Royaume-Uni. L'Allemagne se situe plutôt à 30%, et les États baltes, pour situer ceux qui ont été les plus dynamiques, ont presque triplé leur budget de défense sur la période. Donc, à côté de ce défi budgétaire, et dans la continuité donc, de ce point, il y a un défi capacitaire. La LPM 2024-2030 garantit la pérennité du socle des forces armées sans abandon capacitaire. Elle préserve aussi le développement des futures plateformes majeures qui seront en service d'ici une quinzaine d'années, mais aussi quelques technologies de rupture comme l'intelligence artificielle. En revanche, certains programmes conventionnels restent au même niveau de trajectoire qui est prévu, voire même certains sont révisés à la baisse et les cibles repoussées à 2035. Sans compter que la loi d'Augustine
qui prévoit des augmentations exponentielles des coûts d'équipement de défense, va probablement réduire le pouvoir d'achat du ministère, être en quelque sorte désarmé par l'inflation. D'après les travaux de la littérature économique sur les trajectoires de coûts, il faut augmenter le budget de 20% tous les 6 ans, donc ce qui était le cas sur la LPM précédente, pendant une génération, c'est-à-dire pendant 25 ans, pour que le format des forces armées reste inchangé. Donc, à côté de ce défi capacitaire, il y a un défi industriel. Compte tenu de la trajectoire budgétaire et des trajectoires de commande, il est fort à parier que le modèle d'affaires de l'industrie de défense française reste inchangé. La transformation de l'industrie de défense post-guerre froide a conduit à rationaliser en quelque sorte le marché autour d'un champion national par domaine, avec une production qu'on peut considérer de juste à temps. La préparation de la guerre à haute intensité a été opérée par quelques industriels dans les filières munitions, missiles. On constate par exemple une augmentation de 4 de la cadence de production du Mistral 3, ou sur l'artillerie avec une augmentation de 3 à 4 sur la production de canons César. Toutefois, à l'échelle de l'industrie de défense dans son ensemble, la problématique du partage du risque entre État et industrie, quant aux coûts associés à l'adaptation industrielle, est cruciale pour orienter la politique publique. Qui doit et va supporter les coûts du passage d'une logique de flux tendu à une logique de massification? Le curseur entre prise de risque de la part des industriels et accompagnement public est au cœur de cette question. Il ne s'agit pas tant d'un coût budgétaire qu'un investissement qui doit permettre de fournir les équipements indispensables pour les forces armées. Par ailleurs, la structure du marché elle est très particulière ici. On parle de monopsone, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul acheteur pour plusieurs vendeurs. Bon, en l'espèce, il n'y a quasiment qu'un seul vendeur dans chaque domaine. De ce fait, l'État, en déterminant le besoin, détermine la taille du marché. La tendance au réarmement mondial crée un choc de demande. Mais la France n'a pas réellement réussi à tirer son épingle du jeu en Europe, capitalisant davantage sur le grand export. Donc se pose ici la question de l'adaptation industrielle dans ce cadre. Est-ce que le choc de demande auquel nous faisons face actuellement est permanent ou transitoire? S'il est permanent et associé à un volume de commandes ferme en hausse, l'adaptation industrielle sera en rendez-vous. En tout état de cause, et comme Benoît l'a rappelé, l'industrie de défense est une industrie du temps long, car les cycles de développement et de production dépassent plusieurs décennies. De sorte que l'industrie s'accommode assez mal de changements brutaux de cadence et de rythme. Visibilité et stabilité sont de rigueur. Donc toute remontée en puissance industrielle doit ainsi s'accompagner d'une trajectoire crédible pour préserver la dimension industrielle de l'autonomie stratégique. Et en dernier point, le dernier défi que j'ai relevé, c'est un espèce de défi technologique, et Benoît l'a aussi rapidement abordé. À côté de certaines continuités, la guerre en Ukraine agit comme un révélateur de certaines ruptures. Dronisation du champ de bataille, utilisation des technologies civiles. Ces solutions ne remplaceront pas les équipements du haut du spectre. Toutefois, elles permettent une plus grande efficacité des systèmes d'armes et, voire même, massifier à moindre coût par une militarisation de systèmes civils. Et donc, on a ici potentiellement deux types de marchés différents, tels qu'on l'a étudié avec mon collègue Jocelyn Droff. Un marché traditionnel, avec les plateformes classiques, qui reposent sur un petit nombre de firmes comme maître d'œuvre industriel, souvent très bien identifiés, qui changent peu et avec des coûts fixes associés très importants. On parle de production ici des biens de tournoi, en fait. Il ne s'agit pas... ce qui importe ici, c'est d'être légèrement supérieur à son adversaire. Et l'innovation se conçoit dans un cadre top-down, c'est-à-dire que l'utilisateur sait ce qu'il veut, le développement des produits s'adapte à cette réalité. La valeur de ces biens est forcément très forte et elle implique une production en série, petite. On a aussi à côté de ça un marché émergent qui recouvre l'ensemble des capacités qui apparaissent depuis la guerre en Ukraine, mais pas seulement. Sa dynamique de marché est plus forte de produits civils, faible barrière à l'entrée, contestabilité plus forte, mais aussi proximité avec le secteur civil beaucoup plus forte par les effets de série. Les modes d'innovation ici sont dits techno-push, c'est-à-dire que les firmes proposent des solutions avant même une expression de besoin. Et la valeur des produits ici est plutôt faible, puisqu'on peut estimer que leur durée de vie sur un champ de bataille est elle-même assez faible. Donc il y a ici une complémentarité entre ces produits, mais car ils ne répondent pas aux mêmes besoins. En termes de politique industrielle, on peut noter que la France est plutôt très bien positionnée sur le marché traditionnel, avec des leaders européens et mondiaux, grâce à la cohérence de son modèle et à la supervision de la DGA. Mais un soutien budgétaire probablement faible en montant devrait permettre de tester des solutions sur le marché émergent
et les retours d'expérience sur les projets Larinae et Colibri devront être alors particulièrement étudiés. Je vous remercie pour votre attention. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, donc je vous remercie à mon tour pour cette invitation. Je passe après deux présentations très solides, donc je vais essayer d'aller peut-être un tout petit peu plus en détail dans certains domaines, mais je ne vais pas reprendre ce qu'ont dit mes collègues. Je voudrais revenir sur le fait que on parle d'économie de guerre aujourd'hui pour se distinguer des 30 dernières années où l'économie de défense, l'industrie de défense avait dû se mettre sur un mode survie, en une forme de stase, en produisant moins, en produisant plus lentement, tout simplement parce que c'était à l'époque le seul moyen pour l'industrie, mais aussi pour la DGA, de faire survivre en fait cette industrie. La rupture entre la période de la guerre froide et les années 90, 2000 et 2010 a été telle que le seul moyen en fait de faire survivre une chaîne de compétences, une supply chain, donc une chaîne d'approvisionnement en modules et en composants, était de réduire au maximum la capacité de production à on va dire un minimum soutenable. Une des raisons pour lesquelles la livraison de César ou d'autres systèmes est particulièrement lente, c'est que l'important pour pouvoir durer pour ces systèmes est de disposer en permanence d'une capacité à se fournir sur une supply chain qui doit être stimulée. Si vous produisez immédiatement, en disons 2 ans, l'ensemble de vos besoins, disons pour les armées, et que vous n'avez pas particulièrement d'export pour continuer à stimuler cette chaîne, vous vous retrouvez assez rapidement avec une chaîne qui va être vacante, des compétences qui vont être vacantes, des gens qui vont être, pour faire très grossier, payés à ne rien faire, ce qui naît dans une situation où la BITD a été très largement privatisée, quand bien même son propriétaire actionnaire principal est l'État. Ce genre de situation n'est pas tolérable ni vivable, ni même désirable en tant qu'entreprise privée. Ce qui fait que le choix, comme l'ont dit mes collègues, du juste à temps n'est pas un accident, c'est vraiment un choix. C'est quelque chose qui a été donc un enjeu de survie. Le char en est un bon contre-exemple. La France prévoyait d'acquérir plus de 1400 chars Leclerc pour remplacer les véhicules blindés précédents. Le fait est que, suite à la fin de la guerre froide, ce nombre a été réduit à 400. La perspective de maintenir une chaîne de production d'un programme aussi complexe, avec seulement 400 unités, péniblement soutenue par un export de 400 autres unités, a fait que la chaîne en fait, s'est arrêtée en 2008. Résultat, bientôt 15 ans plus tard, plus de 15 ans plus tard, il devient de plus en plus difficile pour l'industriel, mais aussi pour les armées, de soutenir ce système, simplement parce que la filière d'approvisionnement de pièces détachées, en grande partie, n'existe plus. Puisque cette chaîne n'était pas stimulée, c'est notamment le cas dans les moteurs, elle s'est arrêtée de produire ou est passée à d'autres produits. L'entreprise qui produisait les moteurs du Leclerc, qui sont une de ses parties les plus complexes et les plus intéressantes en tant qu'objet capacitaire, existe toujours, cette entreprise existe toujours, elle a toujours les plans de ce moteur. Seulement, elle est passée à autre chose parce que la demande n'était plus là. Résultat, nous avons aujourd'hui un problème, conséquence de ce choix, nous avons aujourd'hui un problème vis-à-vis de notre partenariat avec l'Allemagne, puisque nos besoins de chars de combat sont bien plus urgents que les leurs, si vous voulez. Eux ont encore une chaîne de production qui, grâce à l'export, a continué d'être stimulée et est en mesure de soutenir leurs véhicules, là où la nôtre, malheureusement, s'est arrêtée et ne peut pas reprendre. C'est simplement pour cet exemple-là pour vous donner l'exemple de conséquences concrètes au-delà de la simple industrie militaire. Ces problématiques, comme l'a dit Julien, se couplent à une sophistication croissante des systèmes qui les rend de plus en plus complexes à produire mais aussi à maintenir, mais aussi plus coûteux. En reprenant la courbe d'Augustine, le Leclerc, le Rafale sont 2 à 3 fois plus coûteux que leurs prédécesseurs. Se couple aussi une autre dynamique dont on n'a peut-être pas forcément parlé jusqu'ici, à savoir le développement d'un ensemble de normes très liées au temps de paix, qui sont parfois difficilement compatibles avec les exigences d'un conflit en haute intensité. Lors de notre déplacement en Ukraine cet été, dans le cadre d'une étude pour l'Observatoire des conflits futurs, nous avons rencontré beaucoup d'industriels et même de militaires ukrainiens qui nous disaient « la clé de notre survie face à la Russie est tout simplement la dérégulation pour nous permettre d'aller plus vite, plus rapidement, et d'être surtout beaucoup plus adaptable face à une armée russe qui reste encore très soviétique. Ce qui est revenu très souvent, c'est la dérégulation, c'est la clé de l'axiome. Une petite armée soviétique ne peut pas battre une grosse armée soviétique. La sortie de cet état de stase pour l'industrie de défense est donc l'enjeu critique de ce qui a été appelé, à mon sens un peu à tort, économie de guerre, qui, en fait, l'utilisation de ce terme a provoqué un certain remous vis-à-vis de nos partenaires européens,
qui ont été un peu inquiets, en fait, on va dire, de cette utilisation. Pour avoir discuté longuement avec des acteurs allemands et polonais, l'utilisation par la France du terme économie de guerre a provoqué, je pense, une incompréhension qui aurait pu être évitée. Plutôt qu'économie de guerre, je pense qu'on peut en l'état parler d'un retour à la normale, puisqu'il s'agit de sortir de cet état de stase, de revenir à des capacités de production ou même un potentiel de production qui soit plus efficace, plus rapide et éventuellement moins cher, comme l'a demandé le président. Mais pour ça, il faut une série de réformes qui permettent donc de sortir de cet état, de réformes sur les normes, de réformes sur les demandes et de réformes sur les exports. Pour aller très rapidement sur les questions de normes, comme je vous le disais, la BITD aujourd'hui fait face à un empilement de normes civiles, militaires, de normes françaises, européennes et de normes globales qui, tout simplement, lui lient les poings. Pour donner quelques exemples assez rapides, le drone patrouilleur de Safran, qui a beaucoup de retard dans son développement, doit une partie de ce retard en fait à la nécessité de respecter une très grande quantité de normes civiles liées au fait que l'appareil devait voler au-dessus de zones habitées, par exemple. Un élément qui a été pris en compte par la DGA a priori, avec, dans sa réforme récente, avec un classement des normes et une potentielle dispense attribuée à certains systèmes. Mais d'autres normes sont aussi très problématiques. Pour vous donner un exemple d'un véhicule que, a priori, tout le monde connaît, le Griffon, qui est donc la nouvelle bête de somme de l'armée de terre, a vu son développement, malheureusement, pas interrompu, mais délayé par le besoin de prendre en compte certaines normes. Tout simplement, pour vous donner un exemple extrêmement trivial, les phares du Griffon sur la face avant étaient beaucoup plus hauts à la base. Or, il s'avère que les normes routières internationales expliquent que les phares ne peuvent pas être à cette hauteur-là parce qu'ils rentrent dans les yeux de ceux qui y arrivent en face si le Griffon est amené à rouler sur une route. Résultat, il a fallu remanier l'intégralité de la face avant du véhicule et rabaisser les phares, et ça se voit encore aujourd'hui dans la physionomie des véhicules. Résultat, les phares étaient trop bas et avaient tendance à taper sur les essieux du véhicule et à casser. C'est extrêmement trivial, néanmoins ça peut vous représenter à quel point des normes civiles pensées pour des véhicules qui vont être produits à des millions d'exemplaires vont affecter le développement de véhicules qui, si le Griffon est produit à plus de 5000 exemplaires au cours de son histoire, ce serait déjà beaucoup. Sachant que, encore une fois, ce véhicule-là n'est pas censé rouler seul sur la route. Outre ça, un autre souci a été donc une forme de culture de réduction maximum du risque qui est inhérente en fait au développement de nos sociétés modernes, mais qui va aussi avoir tendance à affecter l'industrie de défense. En fait, chaque système va devoir être qualifié par les industriels puis par la DGA pour être accepté en service actif, ce qui va provoquer des surcoûts et des temps assez longs. Encore un élément qui, a priori, a été pris en compte par la réforme de la DGA, mais qui doit encore advenir. Pour vous donner simplement un exemple rapide, une douille de 20 mm. Ça peut paraître assez simple. C'est à la base un palais de métal grand comme ça, qui va être compressé à froid, traité, enduit et ensuite rempli pour former un coup. Pour produire simplement cet objet-là, inerte, il n'y a pas de poudre, normalement il n'y a pas d'amorce, il faut 6 à 8 semaines. 6 à 8 semaines pour produire un bloc de métal. Il me semble avoir compris qu'en Ukraine, le temps de production équivalent est inférieur à 2 semaines. Parce que KNDS doit respecter un ensemble de normes, un ensemble de contraintes, un ensemble de paliers de qualité qui sont quasiment obligatoires pour convenir aux normes françaises. Ce qui va provoquer des surcoûts, qui va provoquer des délais, et aussi une immobilisation potentielle de masse RH sensible. Pour vous donner un exemple, chaque douille va être vérifiée 3 fois manuellement au cours du processus de production. Tout simplement, pour reprendre ce qui nous a été expliqué là-bas, pour s'assurer que le taux d'échec sera en fait sera conforme, disons, aux normes attendues. Tout simplement parce que s'ils ne respectent pas ces normes-là, ils auront des pénalités financières et des risques sur leur marché futur qui sont problématiques. Sachant que même nos partenaires européens, pour avoir discuté avec des producteurs allemands notamment, ont des exigences qui sont bien plus faibles. Sachant qu'à la fin, in fine, le risque est que cet empilement de normes aboutisse certes à des effets positifs, mais qui se voient en fait dans l'épaisseur du trait. Encore une fois, les réformes de la DGA en cours vont dans le bon sens. Les discours récents des décideurs politiques montrent que ces éléments-là ont été conscientisés. Il faut maintenant que les réformes fassent leur effet, qu'elles aient le temps de produire leur effet, qu'elles en aient les moyens financiers et humains également. Sachant qu'on ne remplacera pas non plus l'effet levier principal qui reste la commande. Une des principales raisons qui, d'après ce que j'ai pu recueillir comme information auprès des différents industriels, leur
peut-être manque d'adhésion au concept d'économie de guerre et que l'économie de guerre, telle qu'entendue historiquement, revient à des commandes très importantes pour soutenir un besoin immédiat. En l'état, quand vous reprenez poste par poste les augmentations de production qui ont eu lieu, il est avéré qu'en fait, vous avez affaire soit à une accélération de commandes, et non pas à une augmentation, au sens où le contrat qui a été passé il y a quelques années, au lieu d'être terminé dans 3 ans, il a été décrété qu'il devrait être terminé dans 1 an, dans 2 ans. Ce qui a poussé l'industriel à répondre à cette commande. Seulement, il a fait les investissements nécessaires pour y répondre, mais tant qu'il n'a pas forcément l'assurance que le contrat sera renouvelé au même volume, il y a toujours cette crainte d'avoir fait des investissements à perte. L'autre aspect important des augmentations de cadence est lié à l'export, qui est un domaine vital pour notre industrie de défense, mais qui aujourd'hui permet une partie de cette augmentation de cadence, mais qui reste en fait une ressource, une ressource qui reste très imprévisible et qui ne permet pas en fait de donner une visibilité réelle à nos industriels, sachant qu'il faut aussi, je pense, le mentionner, il y a également l'augmentation de budget liée à l'LPM a été accueillie avec, je pense, satisfaction pour l'industriel, mais il y a une crainte sur, sa sincérité budgétaire et aussi sa stabilité à terme, après 2027, après les prochaines élections présidentielles, qui sont un élément qui revient assez souvent dans nos discussions avec les industriels. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour ces propos liminaires. Vous inquiétez pas, vous aurez l'occasion de revenir sur beaucoup de points à travers les différentes questions de nos collègues. Et je vais donc passer la parole à nos orateurs de groupe. Et je commence par Florence